je comprends ce que tu dis, Marc. Quand tu dis l'ensemble de la saison, il faut que tu sois quand même à un niveau assez égal pour passer à travers. Mais là, t'es pas au mois d'août, t'es pas au mois de juillet, t'es rendu, là, il reste 2 semaines. Là. Donc, je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, de casser un bâton dans le vestiaire, ça serait le temps. Là. Écoute, regarde, c'est ton opinion. Là. Moi, je peux juste dire que, Oh oui. je veux dire, tu peux pas. C'est comme dire à un gars, écoute, là, tu frappes des simples en saison, c'est le fun, là, mais là, on a besoin de double, triple circuit. Ouais. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Huseau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, 2 semaines avant la fin de la saison régulière. Alain Huseron en compagnie de Mark Griffin. Aujourd'hui, au programme de Compte complet, on va s'arrêter sur la belle semaine des Blue Jays de Toronto, la série entre les Yankees de New York et les Red Sox de Boston. Est-ce qu'il y a de quoi retenir, même si c'est seulement 3 matchs? La dégringolade assez spectaculaire des Mets de New York qui ramène pas mal d'équipes dans la course. On pensait que c'était fini il y a 2 semaines, même avant ça. Plusieurs blessés. Est-ce qu'il y en a qui auront plus d'impact que d'autres? Et on va parler aussi, Marc, des équipes qui sont ramenées dans cette course-là et à savoir, est-ce que ces équipes-là sont équipées pour le mois d'octobre? C'est un peu ça qui est le débat, là. Surtout dans la nationale. Donc, c'est pas mal ce qu'on a retenu comme discussion au cours de ce balado. Tout de suite, Marc, les Blue Jays de Toronto, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. En fin de semaine, ils ont balayé les Orioles de Baltimore. Moi, je n'ai pas été impressionné par grand-chose des Orioles, bien franchement. En défense, c'était très ordinaire. Je ne peux pas dire que le gérant m'a impressionné non plus par quelques-unes de ses décisions. Toujours est-il, je pourrais revenir sur quelques décisions aussi de John Schneider, mais enfin, je ne sais pas si c'est lui, là, mais bref. Mais ça a quand même bien été dans l'ensemble, je pense, Marc, pour les Blue Jays de Toronto. Ouais, absolument, Alain. Ils font exactement ce qu'ils doivent faire, c'est gagner des séries, gagner des matchs, évidemment. Plus tu gagnes des matchs, ben plus il faut que les Yankees soient pratiquement parfaits là, pour, évidemment, penser dépasser donc les Blue Jays de Toronto. C'est la même recette, Alain. Tu regardes, maintenant, il y a 28 joueurs depuis le 1er septembre, mais on utilise tout notre monde. On a vraiment une façon de faire chez les Jays où on est confortable, qu'on mette Schneider, par exemple, avec Clement, ou qu'on mette Straw avec un autre dans la formation. Tu as l'impression que tout le monde répond, mais tout ça fait ensemble que c'est collé avec ce qu'un George Springer est en train de faire, Alain. C'est Vlad connaît une bonne saison, mais c'est vraiment George Springer qui est la bougie d'allumage de cette équipe-là. Beau Bichette est absent, Alain, puis ça paraît même pas actuellement. Sur le long terme, ça paraîtrait évidemment, là. Mais les Blue Jays font ce qu'ils doivent faire et écoute, rien de trop compliqué. On met des balles en jeu, c'est pas toujours parfait. Mais j'aimerais quand même souligner l'aspect défensif. Alain. Je sais que c'est pas sexy de parler de ça, là, mais on joue bien en défense. Jiménez au deuxième, là, je m'excuse, puis là, il joue à l'arrêt-court, évidemment, de temps en temps, là, avec l'absence de Bichette, mais tu sais, les gens regardent souvent qu'est-ce qu'un gars fait au bâton. Mais il faut tellement aller plus loin que ça, puis dire une chose, là, lorsque Varsho est au champ centre, Jiménez est au deuxième, Kirk derrière le marbre, je veux dire, tu sais, parfois, c'était pas mon préféré en attaque parce que c'était bon. Mais je vais dire une chose, Alain. Il cadre les tirs là, mieux que pratiquement n'importe qui dans le baseball. Ouais. Il est solide à retirer des coureurs en tentative de vol. Fait que ta ligne du centre est très, très, très bonne. Ça paraît. Et ça paraît. Puis c'est un aspect du jeu qui est, tu sais, comme je le mentionne, qui est souvent qu'on laisse de côté un peu, mais qui est drôlement important là, dans le dernier droit. Puis en série. Oui. Écoute, on joue bien. Le parallèle, je pense, peut se faire entre les Blue Jays de Toronto et les Brewers de Milwaukee. 2 équipes qui fonctionnent à peu près de la même façon. Beaucoup d'acteurs qui contribuent au succès de l'équipe. Tu sais, chez les Brewers,
On a Chourio qui n'a pas la saison peut-être à laquelle on s'attendrait. On peut dire la même chose pour Vlad. Mais il y en a d'autres qui mettent l'épaule à la roue chez les Brewers et chez les Blue Jays de Toronto. Moi, je pense qu'il y a un parallèle à faire dans les succès des deux équipes. Est-ce que ça va faire des petits? Regarde, faudra aller plus loin éventuellement. Il faudra voir la suite des choses. Là, Trey Savage s'en vient, Marc. C'est confirmé, c'est lui qui va commencer. C'est le premier choix des Blue Jays de Toronto en 2024, donc un peu plus d'un an après avoir été repêché, puis moins d'un an après ses débuts professionnels. Marc n'a pas joué l'année passée. Il n'a pas lancé l'année passée chez les professionnels. Donc, c'est vraiment sa première année. Ce qu'on sait, Marc, c'est que c'est son profil depuis qu'il est au niveau universitaire. Il a de l'étoffe. C'est pas beaucoup de coups sûrs et une tonne de retrait sur des prises. Oui, puis tu sais, l'évaluation qu'on est en train de faire, Alain, c'est de se préparer pour les séries. Alors, on va en parler un petit peu plus tard. Est-ce que des équipes sont équipées pour veiller tard en série? Et là, ben, tu dois analyser quels sont mes 14 meilleurs lanceurs dans l'organisation. Et si il en fait partie, ben, à un moment donné, peut-être que c'est pas une mauvaise idée de l'amener et voir avant le début des séries ce qu'on peut aller chercher. Tu sais, Alain, si on gratte un peu chez les Blue Jays, Berrios ne sera pas un partant en série. En date d'aujourd'hui. Ça peut changer, là, mais en date d'aujourd'hui, il ne sera pas partant. On sait qu'on va avoir besoin de bras. On sait qu'on va être pas mal moins patient avec des partants en série. Les Blue Jays, au cours des dernières années, lorsqu'ils ont fait les séries, on n'a pas gagné. La dernière victoire des Blue Jays en série, ça remonte pas mal loin. Là. Donc, il faut être mieux équipé, il faut mieux... alors, en amenant ce jeune lanceur-là, ça permet d'évaluer, bon, on est rendu où? Tu sais, Alain, le retrait sur des prises qu'il faut aller chercher de temps en temps, là, ben, il est peut-être là. Donc, oui, il va partir il va démarrer, amorcer, disons, le match de lundi. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être un partant en série. C'est peut-être un bras de plus qu'on va avoir. Moi, je pense que c'est une bonne idée, compte tenu que l'équipe joue bien, ça donne un peu de repos. Puis chaque repos que tu peux avoir au mois de septembre, Alain, sachant que tu vas faire les séries, que ce soit pour un partant ou un releveur, même si parfois ta routine comme partant, c'est pas tous les 5 jours, ton repos est peut-être probablement plus bénéfique à ce moment-là que ta fameuse routine. Donc, je trouve ça correct, moi, comme décision là, de l'amener immédiatement. Oui, l'état de la relève, Marc, on n'a pas le choix, il faut en parler chez les Blue Jays de Toronto. On aurait pu gagner tous les matchs au cours de la dernière semaine, mais dans l'ensemble, ton évaluation de ce que tu as vu, est-ce qu'on est sur la bonne voie? On est sorti du passage à vide, selon moi. Tu sais, je sais que Varland a donné un autre circuit, mais moi, c'est un gars qui a pas mal d'étoffe. Puis j'ai l'impression que si on peut travailler encore un petit peu avec ce gars-là, c'est un gars qui peut être pas mal plus efficace qu'il l'a démontré jusqu'ici. On n'a pas utilisé Hoffman beaucoup récemment, donc c'est comme je l'ai dit, un releveur là, qui, en mois de septembre, qui a eu beaucoup de présence au monticule, donne-y des congés. Alors, tu sais, dans le meilleur des mondes, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir tes releveurs de fin de match parce que tu vas mener par 3 ou 4, mais ça, bon, ça peut pas être de même tout le temps, là, mais je pense qu'on a réussi, Alain, à passer à travers ce passage à vide commun. Là, je parle du personnel pratiquement au complet. Quelques journées de congé, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de se regrouper ensemble, puis même individuellement pour dire, OK, on a des choses à faire, on a des choses à améliorer. Et là, ben, il nous reste moins de 2 semaines ou 2 semaines à la saison là, pour vraiment être fin prêt pour le début des séries. Fait que ça m'inquiète pas tant, Alain, à ce niveau-là. Ouais. C'est pas parfait, mais ça m'inquiète pas tant. Oui. Marc, on a fait dimanche le match opposant les Yankees de New York et les Red Sox de Boston. C'est Garrett Crochet qui était au monticule. Il n'a pas été mauvais, mais les Yankees sont venus proches de balayer cette série-là, plus proche qu'on le pense, malgré le compte de 6-0. On avait le point égalisateur au marbre en 8e manche, c'est-à-dire malgré le déficit de 6 points. Chisholm n'avait pas complètement tort. Je sais qu'on peut peut-être le blâmer d'être arrogant et d'avoir un trop plein de confiance, mais je pense que c'est justifié, Marc. Les Yankees, actuellement, j'aime bien le fait que par équipe, on est capable, tu comprends, comme chez les Blue Jays, de contribuer et tout ça. Mais quand tu as cette bombe-là comme arme, sur certaines équipes, ça te prend 3-5 pour aller marquer. Là, un mauvais lancer, puis paf, tu viens de marquer là, avec le coup de circuit, avec la bombe. Ouais. Ben, écoute, regarde, c'est certain, Alain, que tu peux pas prendre les Yankees à la légère. Tu sais,
Je sais que Buck Martinez a fait des commentaires. Je pense qu'il est allé un peu fort, même pas mal fort, mais ça reste, Alain, que on a vu un jeu en défense hier de la part des Yankees. 2 jeux en fait en défense qui ont coûté cher. Premier jeu du match où Stanton semblait pas très à l'aise sur une balle qui probablement aurait pu être saisie. Balle fausse, hors-ligne, où Slater, selon moi, aurait dû, le voiture de droite, peu importe ça aurait été qui, aurait dû saisir. Alors oui, les Yankees sont dangereux par la longue balle, de toute évidence. C'est assez impressionnant. 7 joueurs avec plus de 20 coups de circuit. Je veux dire, tout le monde peut changer l'allure d'un match là, à tout moment. Mais il faut quand même être un petit peu plus solide dans les autres aspects. Puis on l'a vu l'année passée en Série mondiale, ça les a rattrapés. Je suis pas certain qu'on s'est tant amélioré que ça. J'aime le fait qu'on a un nouveau joueur d'arrêt-court. Caballero fait un travail solide à l'arrêt-court présentement. Tu vois qu'il est en confiance comparativement à Volpe, qui de toute façon était amoché. Bellinger fait une différence lorsqu'il agit comme voltigeur. Mais tu sais, il y a d'autres aspects du jeu, effectivement, que les Yankees peuvent faire en sorte qu'on en trouve une porte puis qu'on peut peut-être, tu comprends, là, les devancer là, en fin de match. Donc, c'est une très bonne équipe. Là. Je pense que personne ne peut dire que je veux dire, même si Buck Martinez a mentionné que c'était pas une très bonne équipe, là, je pense qu'il faut doser. C'est une très, très bonne équipe, les Yankees de New York. Oui, ils ont une arme qui peut faire très, très mal, mais ils sont vulnérables dans d'autres aspects. Donc, c'est pas parfait. Je pense qu'ils sont prenables, comme d'ailleurs toutes les autres équipes, Alain. Tu regardes en ce moment, là, les séries commencent demain matin, Alain. Est-ce que vraiment tu peux cibler une équipe comme carrément favorite pour traverser soit la Ligue nationale ou la Ligue américaine? Tu sais, la réponse est non, là, et c'est ça la beauté de la chose cette année en 2025. Oui, écoute, il y a 2 choses là-dedans, Marc, sur lesquelles on pourrait s'arrêter un peu. D'abord, l'utilisation de Stanton comme voltigeur. Tu sais, hier, il a mal paru. Moi, je pense que cette balle-là aurait été captée par n'importe quel voltigeur professionnel. Excuse-moi, Stanton n'a pas joué là. Et le choix qu'on a pris, Marc, et on l'a expliqué hier, le choix de le mettre au champ gauche, il y a moins de terrain à couvrir, c'est le pari qu'on fait avant que le match commence. Stanton, ça se calcule, là, c'est la façon que ça se fait, a plus de chances de nous aider à gagner le match que de nous en coûter un en le mettant là. C'est carrément toutes les décisions prises par la direction sont faites dans ce sens-là. Hier, ça coûtait cher, mais combien de coups de circuit Stanton a frappé qui ont donné la victoire en cours de route? C'est sur le long terme, Marc, que ça se calcule malheureusement, puis hier, ça a mal paru. Dans des matchs serrés en série, c'est là que ces petites choses-là, Marc, font la différence. Et ça, c'est mon deuxième point. Et là où je pense que les Yankees sont avantagés, je pense qu'ils ont appris de l'année passée. Puis tous ces petits aspects-là, ce sont des choses qui se corrigent sans nécessairement que tu aies amélioré ton personnel de lanceur ou que tu frappes mieux ou quoi que ce soit. Concentre-toi sur le jeu. Et je pense que les Yankees sont mieux équipés que quiconque. Si on parle de personnel, talent, là, la relève est en train de se replacer tranquillement. Max, en l'absence de Garrett Cole, présentement, c'est peut-être le meilleur personnel de partant. Dans le baseball majeur. Tu sais, Louis Gill là, commence à lancer comme l'année passée. Tu as Rodon, tu as Fried. Schlittler, je pense qu'il n'a pas été mauvais depuis qu'il est arrivé. Je pense que les Yankees sont bien équipés, Marc. Compte tenu de ce que je viens d'expliquer, tous ces petits aspects-là, je pense que c'est des choses sur lesquelles on a le contrôle. Ouais, écoute, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. C'est un bon personnel de partant, mais certainement pas le meilleur. Ça selon moi, là. Deuxième, mais encore une fois, là, c'est une très bonne équipe. Les Yankees sont une bonne équipe. Mais Alain, moi, il reste quoi, là? 13, 14 matchs à jouer, là? Fait que les 150 quelques premiers matchs de cette saison-ci, moi, les Yankees m'ont pas prouvé qu'on a corrigé ces petites choses-là. Tu dis, on peut les corriger. On les a pas corrigés en 150 quelques matchs. Est-ce qu'on va les corriger dans le dernier droit puis ça va paraître en série? Les Yankees sont bâtis, Alain, pour frapper des coups de circuit. Oui. Pour bien lancer. C'est une bonne recette. Ça a fonctionné tout le temps, mais c'est pas parfait. Et c'est ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne équipe. C'est une équipe dangereuse en série, comme à chaque année, mais ça va quand même être un défi pour les Yankees de passer au travers de la Ligue américaine et la Ligue nationale. Maintenant, si les Yankees se mettent à jouer, Alain, on commet pas d'erreurs, on court bien les buts, on fait les choses correctement. Oui, ça va devenir une équipe, mais c'est pas ce que j'ai vu en saison. C'est pas parfait.
Tu sais, Schlittler était très bon, mais là, en série, Alain, tu le sais, c'est un autre niveau, là. Fait que, tu sais, il y a quand même des failles, mais ça reste une équipe qui va certainement être surveillée dès le départ. Puis, tu sais, je veux dire, on peut dépasser les Blue Jays encore. Ceci étant dit, là, on peut le faire. Mais moi, je ne pense pas que les Yankees vont être en mesure de le faire, compte tenu du nombre de matchs qui restent à jouer. Puis là, ben, c'est ce qu'on verra là, pour la suite des choses. Mais il y a encore trop de petits éléments baseball qui sont exposés en série, Alain, puis que les Yankees ne m'ont pas nécessairement prouvé qu'on est à la hauteur à ce niveau-là. Oui. Écoute, ce sera à suivre. Comme je te dis, moi, les Yankees, si tu me demandais actuellement l'équipe qui peut aller jusqu'au bout, ce serait mon choix numéro 1. Mais on aura le temps d'y aller de nos prédictions de toute façon en temps et lieu. Il reste encore 2 semaines à jouer avant la fin de la saison régulière. C'est dans la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville, votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. C'est pas très compliqué. On revient sur les Blue Jays et le rappel de Trey Yesavitz qui va commencer le match de ce lundi. C'est quoi vos attentes envers le choix de première ronde de 2024? Vous pouvez vous prononcer sur notre page Facebook, facebook.com/compte complet balado. Vous pouvez aussi aller directement sur notre site comptecomplet.com. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Alain, permets-moi de prendre quelques secondes pour souligner notre partenaire principal Plan de match, boutique de baseball. Il y en a 2 maintenant, une à Jonquière, l'autre à Boucherville. À Boucherville, c'est la principale avec cage de frappeurs, cours privés. Je sais que là, c'est l'automne, mais justement, on peut s'équiper là, pour la saison prochaine et se préparer là, à venir frapper et des cours privés. Il y a toujours la boutique en ligne également. Allez donc sur boutiqueplandematch.com pour... évidemment, en savoir plus sur Plan de match. Et si vous voulez en savoir plus sur notre balado, visitez notre site internet www.comptecomplet.com. On va parler de la dégringolade assez spectaculaire des Mets de New York qui a pris fin. Attention, c'est une victoire après 8 défaites de suite. Les Mets qui ont ramené pas mal de monde dans la course pour une place en série dans la Ligue nationale. Marc, il y a quoi? 2-3 semaines, on se disait que c'était terminé. On se demandait qui était pour jouer contre qui. On se disait, bon, ça va être les Phillies, ça va être les Mets, les Cubs, les Brewers, les Padres, les Dodgers. C'est réglé. Au moment où on se parle, il reste 2 semaines, puis les Mets sont encore là, mais c'est plus fragile que ça l'était. Est-ce que Carlos Mendoza a raison d'être inquiet? Ben oui. Puis ça me surprend, Alain, d'une équipe qui a autant de leadership, autant de joueurs d'expérience. On a vécu les séries l'année dernière. Oui, on les a fait par pas grand-chose, mais quand même. Tu sais, on a glissé là, ces 8 défaites de suite, comme tu l'as dit, à ramener tout le monde, à faire bien des équipes dans la course, à changer le portrait des séries pour l'instant. Est-ce qu'une victoire, comme dans le match de dimanche, va leur permettre là, d'être relancés? Mais tu sais, je regarde cette formation-là, on ne devrait pas perdre 8 matchs de suite. Là. Évidemment, il y a un problème au monticule. Les partants, on est rendu ce sont des recrues là, qui tentent de tenir le fort à ce niveau-là. Ils font pas un mauvais travail, évidemment, mais il faut que tes meilleurs soient les meilleurs, Alain. Dans le dernier droit, là, c'est comme ça que ça se passe. Il faut une contribution d'un peu plus de tout le monde, mais c'est sûr qu'Alain, si les Mets ne font pas les séries, avec l'argent dépensé, avec tout ce qu'on a fait, là, je vais te dire une chose, il y a quelqu'un qui va être obligé de payer ça, là, payer pour ça. Marc, tu parlais de leadership, justement. C'est qui les leaders de cette équipe-là? Il y a Lindor qui s'est fait critiquer assez sévèrement. Lindor, Marc, regarde, c'est un gars qui dégage une bonne humeur quotidienne, peu importe ce qui arrive, mais là, je pense que ça a tombé sur les nerfs des partisans des Mets de New York. Soto, je pense pas qu'il ait le tempérament d'être un leader, à moins que ça change. Mais Lindor s'est fait taper sur la tête en raison justement du fait que c'est un gars qui aime le baseball puis qui ne se laisse pas déranger par ce qui arrive. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à cette façon de faire de Lindor? Je ne sais pas que c'est de sa faute, il est comme ça. Mais dans le contexte actuel, tu as un sentiment d'urgence
Ou peut-être que c'est un coup de pied dans le derrière un peu plus qu'un sourire qu'on aurait besoin. Non, là, je suis vraiment pas d'accord avec Ouais. toi, Alain. Là, dans le sens que c'est long des saisons de baseball et moi, les partisans, lorsqu'on était joueur, là, le partisan a beau être en fusil contre de l'attitude d'un joueur, surtout qu'elle est, on va te le dire, positive, dans le fond, que s'il essaie de garder une bonne humeur ou une bonne énergie, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe, c'est dans le vestiaire. Est-ce que dans le vestiaire, tape sur les nerfs de tout le monde? Tu sais, rappelle-toi Gary Carter. On allait-tu blâmer Gary Carter parce qu'il n'était pas si populaire à un moment donné, tu comprends? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas, tu sais, tout le monde peut être un leader à sa façon. Là, t'as un gars comme Pete Alonso qui vient lui aussi de signer un gros contrat, qui est Monsieur Met, là, selon plusieurs. Est-ce que ça serait pas lui, là, pourtant, lui, il sourit pas beaucoup sur un terrain de balle, là. Lui, il a l'arrêt de sérieux. Là, on a mis ce contrat, évidemment, Juan Soto, mais qui est effectivement, qui semble certainement pas le leader vocal. Lui, normalement, c'est par ses prestations. Là, on a critiqué, comme tu disais, on a critiqué Lindor, mais on a critiqué aussi peut-être Soto qui laisse passer trop de tirs. Hey, on va-tu changer son style parce que soudainement, il laisse passer trop de tirs alors que, bon, son MPP est parmi les meilleurs du baseball. Fait que, tu sais, tu pourrais passer à travers chacun des joueurs, puis lorsque ça va mal, là, écoute, c'est la faute de la mascotte. Là, tu comprends? Là, ça va aussi loin que ça chez les Mets de New York. Regroupez-vous, faites quelque chose qui fait en sorte que là, on peut se calmer un peu le pompon, là, puis reprendre. Tu sais, les Mets ont quand même leur destinée entre leurs mains, là. Ils sont capables de revenir, sont capables de jouer ainsi, mais il y a quelque chose qui clique, Alain. Et je pense pas que c'est le fait que Lindor, ça lui tente de jouer puis que le sourire, mais c'est certainement, il y a un aspect ici qui nous échappe de toute évidence. Est-ce que l'attitude de un vis-à-vis un autre dérange? Est-ce que le fait que Lindor sourit va déranger un Soto qui, lui, sourit pas mal aussi, ou est-ce que ça dérange Alonso? Je ne sais pas. Mais c'est le rôle du gérant moderne, selon moi, d'essayer d'atténuer ce qui se passe, puis de dire, hey, les gars, OK? Parce que le coach aujourd'hui, c'est pas lui qui va montrer aux gars à frapper, puis à lancer, puis à faire des choses. C'est vraiment le gars qui va essayer de trouver une solution pour que tout le monde rame dans le même sens. Alors, pour ça que là, un gérant peut être blâmé sur une série de 8 défaites, mais ce sont quand même les joueurs qui vont sur le terrain et qui doivent performer. Tu sais, Alain, il n'y en a pas de recette magique. S'il y en avait une, il n'y en aurait pas de séquence de 8 défaites. Là. Donc, c'est lourd, amplifié parce qu'on joue à New York. Puis, mais jamais, moi, dans toutes les équipes que j'ai jouées ou que j'ai vécues ou que j'ai côtoyées, jamais un gars qui a le goût de jouer à balle puis qui a le sourire va être blâmé pour ça. Tu sais, à un moment donné, là, c'est parce que, au contraire, sinon, tu ne passerais pas à travers. Imagine-toi s'il faut que ce soit toujours sérieux. Quand je dis sérieux, là, c'est au point là, d'avoir là, ce gameplay. Ça marche pour certains. Là, tu sais, Bryce Harper, il ne sourit pas souvent sur un terrain de balle. Là. Mais il passe à travers ses saisons comme il est capable. Alors, c'est pour ça que moi, je ne peux pas blâmer un Lindor à ce niveau-là. Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Il faudrait que tout le monde se lave leur linge sale ensemble pour trouver une solution. Là. Oui. Écoute, je comprends ce que tu dis, Marc. Quand tu dis l'ensemble de la saison, il faut que tu sois quand même à un niveau assez égal pour passer à travers. Mais là, tu n'es pas au mois d'août, tu n'es pas au mois de juillet, tu es rendu, là, il reste 2 semaines. Là, je veux dire, peut-être qu'à un moment donné, de casser un bâton dans le vestiaire, ça serait le temps. Là. Écoute, regarde, c'est ton opinion. Là. Moi, je peux juste dire que, tu sais, je veux dire, tu peux pas. C'est comme dire à un gars, écoute, là, tu frappes des simples en saison, c'est le fun, là, mais là, on a besoin de double et triple circuit. Ben, OK, là, attends un petit peu, là, je vais aller au gym puis aller pomper des poids. Non, tu sais, tu peux pas faire ça. Fait que, tu sais, il y a moyen de moyenner, là, mais je vais te dire une chose. Moi, si Pete Alonso arrive dans le vestiaire, là, puis là, il enlève son chandail, puis il prend un bâton, puis il le casse sur ses jambes, là, tu aurais peut-être un impact un peu plus qu'un Lindor qui est un petit peu. Tu comprends? Regarde, on n'est pas là, c'est pas facile pour nous de déterminer ce qui se passe, mais moi, je suis pas content pour les partisans des Mets, là, mais ça crée quand même une belle course, Alain, ce qui s'est passé avec les Mets, puis ça donne espoir à d'autres marchés, comme les Giants, comme les Reds, même les Diamondbacks, à la limite, là, qui pourraient peut-être même se faufiler, malgré, bon, ils ont toutes sortes de défis là-dedans, là, mais
ça crée quand même une belle fin de saison, alors que tu l'as dit, Ouais. Alain, il y a 2 semaines, 3 semaines, on avait pratiquement toutes nos équipes en série là, déjà là, Ouais. pratiquement confirmées. Là. Et en passant, Marc, je veux juste dire, là, dans le cas de Soto et Lindor dont on a parlé, là, ils ont parmi les 5 meilleurs joueurs offensifs de la Ligue nationale. Soto est premier, en passant devant même Shohei Ohtani. Tu sais, regarde. Alors, tu sais, je veux dire, c'est Ouais. une combinaison de facteurs, mais qu'est-ce qui fait que ça colle, ça n'a pas collé dans la dernière semaine ou les derniers Ouais. 10 jours? C'est là que le gérant, ben, malheureusement, c'est lui qui est blâmé. Là. Bon. Oui. Marc, il y a plusieurs blessés au cours de la dernière semaine. On va s'arrêter sur quelques-uns. Hier, c'est José Quintana avec les Brewers de Milwaukee. On a parlé de Jason Adams la semaine d'avant. Puis là, il y en a une liste qui est longue. Là. Je vais en faire une liste assez rapide. Là. Philadelphie, on peut parler de Turner et Bob. Moi, je pense que c'est Turner qui est plus inquiétant. Tu as souvent parlé de ses élongations musculaires à une jambe. Ça peut être long. Est-ce que ça va être assez 3 semaines, Marc, pour se rétablir? Surtout pour quelqu'un qui a besoin de ses jambes pour produire. Ça peut être inquiétant. Garcia à Houston, ça va faire mal. On peut parler de Palencia avec les Cubs de Chicago. Will Smith avec les Dodgers. Skubal, on va attendre le prochain départ. C'est rassurant ce qu'on a entendu jusqu'ici, mais je vais attendre Marc de le voir au prochain départ pour voir si c'est correct ou non. Les Tigers ont le luxe. Je veux dire, attends, on peut attendre en série. On peut parler des blessures précédentes. Je parlais tantôt de Jason Adams, Roman Anthony avec les Red Sox de Boston qui a un impact indéniable. Moi, je pense la blessure qui fait le plus mal, compte tenu de la situation des Astros de Houston, c'est Luis Garcia présentement. Ah, écoute, Alain, on pourrait débattre là-dessus, mais c'est sûr qu'à ce stade-ci de la saison, lorsque tu perds un joueur clé, que ce soit un partant, que ce soit un gars comme Trey Turner, par exemple, là, il faut jongler avec tout ça. Est-ce qu'ils seront de retour? Est-ce qu'ils ne seront pas de retour? Est-ce qu'on se prépare? Parce que, tu sais, il faut se préparer, là. Il reste 2 semaines. Et au baseball, là, on sait, c'est pas un sprint, c'est un marathon la saison. Donc, mais là, on arrive en série, puis là, en série, ça va être plus un sprint qu'un marathon. Donc, c'est pas toujours évident. Là, on teste vraiment la profondeur des organisations. Mais c'est parce que, par exemple, un Turner, c'était ton premier frappeur. Je sais que Schwarber agit comme premier frappeur, mais ça change quand même la dynamique de ton rôle offensif. Puis ça, lorsque tu es dans une bonne séquence, là, c'est plate de changer des choses. Fait que c'est sûr qu'on souhaite que Turner soit de retour, évidemment, avec les Phillies. Est-ce que Altuve aussi, là, qui est sur la touche, ça pourrait faire mal. Un gros morceau aussi, là, qui est dans le cœur de la formation des Astros, qui supportait bien Alvarez, qui va beaucoup mieux, soit dit en passant. Fait que, écoute, c'est vraiment, vraiment malheureux parce que là, évidemment, tu peux pas remplacer ces gars-là par n'importe qui. Là. Et ça, Alain, c'est la réalité du monde du sport. Et c'est là qu'on voit si, tu sais, on a parlé tantôt là, justement des problèmes des Mets, mais est-ce que d'autres peuvent en faire justement un petit peu plus? Est-ce qu'on est capable de compenser ailleurs? Tu sais, je pense que pour l'instant, les Phillies, ça va bien, mais là, si tu me dis quand on commence les séries sans Wheeler, puis sans Trey Turner, puis sans Alec Bohm, moi, les Phillies, je les mettais parmi les favoris. Là, si tu me demandais, donc là, ouf, c'est un peu moins bon. Si Will Smith n'est pas prêt pour les séries, un dur coup pour les Dodgers, effectivement, à tout point de vue. Fait que c'est pas évident. C'est pas évident, Alain, puis ça peut aller des deux côtés. Ça peut aller du côté où hey, on n'a pas notre meilleur frappeur, ça va être tough, ou se dire, OK, on n'a pas notre meilleur, mais let's go, on est capable, on l'a fait toute la saison. Il y a deux attitudes vis-à-vis ça. Moi, j'ai vu des équipes, là, je l'ai vécu moi-même comme joueur, où tu perds évidemment ton meilleur frappeur à l'aube des séries, et tu gagnes les séries quand même. Regarde, rappelle-toi les Braves avec Acuna. Acuna, on l'avait perdu, on a dit, mon Dieu, ils vont perdre un des meilleurs jeunes frappeurs de tout le baseball, on a quand même gagné la série mondiale. On s'est regroupé, on s'est ressaisi, on s'est dit, OK, ben on le fait quand même. Beaucoup est dans l'attitude. Je suis moins inquiet pour une équipe comme les Brewers, compte tenu du fait que, ma foi, on semble avoir tellement une belle énergie dans cette équipe-là. Mais c'est pas évident. C'est pas évident pour certaines équipes. Est-ce qu'il y a une blessure, toi, qui, tu penses, pour avoir plus d'impact que d'autres? Moi, il y a Garcia. Roman Anthony, c'est clair, avec les Red Sox de Boston. Là. Les Red Sox sont loin d'être assurés d'une place en série au moment où on se parle. La perte d'Anthony fait très, très mal, Marc. Dans le cas de Garcia, c'est que je pense qu'on le prévoyait comme troisième partant, parce qu'il lançait bien. Et là, on l'a perdu pour le reste de la saison, de sorte que là, on va se retrouver avec Brown, Valdez, Alexander et Javier, 3 et 4.
en série. Alexander, j'aime bien, même si c'est pas un lanceur avec le profil moderne. Marc, c'est pas de grosses balles rapides dans son cas, mais c'est toute une trouvaille pour les Astros de Houston. Tu sais, on parle d'Eric Lauer avec les Blue Jays de Toronto. Alexander, là, il est venu donner un sacré bon coup de main inattendu là, aux Astros de Houston. Oui, absolument. Mais compte tenu, Alain, qu'il y a quand même un peu de profondeur chez les Astros, moi c'est Roman Anthony. C'est juste parce que ça change complètement le rôle offensif des Red Sox. Anthony est là, c'est pas mal plus rassurant. Puis tu sais, c'est drôle, hein? On parle d'un joueur qui arrive à peine dans le baseball majeur, mais son impact a été, je veux dire, immédiat et rafraîchissant à tout point de vue. Donc, tu sais, Will Smith, une lourde perte, mais si, tu sais, Mookie Betts qui a retrouvé son élan, ça va jouer comme il a joué, puis ça se poursuit en série, ça va peut-être moins paraître, mais Anthony fait mal. Oui, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. C'est maintenant le moment de la carte de la semaine. Une présentation de cartes d'union dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction à 100%. Aujourd'hui, c'est un spécial receveur. On va vous en parler tantôt. Carlton Fisk, c'est la carte de 1975, numéro 80 de la série Topps OPG. Carlton Fisk, 75. Il y en a qui vont faire le lien avec son désormais célèbre coup de circuit lors de la série mondiale du match numéro 6. Probablement qu'il l'a aidé, vous vous souvenez, avec son geste. Lui, il savait que c'était assez loin. Il savait juste pas si c'était en jeu. C'était en prolongation contre les Reds de Cincinnati. Certains prétendent que c'est la série mondiale la plus spectaculaire de l'histoire du baseball. On pourrait te parler de 2016, Marc, mais parce qu'on était là. Mais disons que là, on parle de Carlton Fisk. Les Reds avaient remporté cette série mondiale. Carlton Fisk a eu une très, très longue carrière. Quant à la carte comme telle, c'est une carte... Écoute, Marc, c'est mon époque. C'est pas compliqué, là. Ces cartes-là, c'est celles que j'achetais quand j'étais petit cul. Ça a commencé à peu près 72, là, des premières cartes que j'ai achetées. Donc, je ne suis pas surpris de voir le modèle. On peut voir la petite étoile indiquant qu'il a participé au match des étoiles l'année précédente. Marc, il a joué pour les Red Sox de Boston et les White Sox de Chicago. Ce gars-là aurait dû passer toute sa carrière avec les Red Sox. C'est un gars de la Nouvelle-Angleterre. Et en raison d'une étourderie de la direction, il s'est retrouvé joueur autonome et les White Sox l'ont embauché. Il a été receveur. Ça a été un des premiers, Marc, à poursuivre pendant très longtemps sa carrière de receveur. On en voit un peu plus aujourd'hui. Mais tu sais, il y en a qui ont cassé très jeune. Regarde Gary Carter, à 35 ans, c'était fini. Là, il a baissé de façon assez abrupte après ses 2 premières années avec les Mets de New York. Carlton Fisk a été capable, lui, de continuer son excellence tout au long de sa carrière. Et Marc, quand il était avec les Red Sox de Boston, on parle de la rivalité Yankees-Red Sox, ça ne date pas d'hier. Ça fait 100 ans que ces deux équipes-là ne s'aiment pas. Et quand les Yankees et les Red Sox, dans les années 70, s'affrontaient, il y avait toujours un risque que ça dégénère. Et surtout qu'il y avait une haine. Et puis, j'exagère pas, Marc, entre Carlton Fisk et Thurman Munson. Les deux se jalousaient. Écoute, de façon insensée. C'est pas compliqué, là. Les deux se détestaient. Thurman Munson n'aimait pas la publicité que Fisk recevait et vice-versa. Ça a créé quelques batailles. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a eu quelques collisions au marbre, notamment là, qui ont fait en sorte qu'il y a eu des mêlées. Puis les mêlées, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, Marc. Tout le monde jetait les gants. Excuse-moi, là, mais je fais une petite analogie avec le hockey. Je sais pas ton souvenir de Carlton Fisk, mais je pense qu'il jouait encore quand tu as signé ton contrat professionnel. Évidemment, un peu comme bien des gens, Alain, le souvenir, c'est ce fameux coup de circuit, là, puis qui est rendu célèbre, évidemment, par sa réaction. Mais effectivement, moi, ce que j'ai retenu, c'est sa longévité. C'est un gars qui a été longtemps efficace dans un rôle qui, physiquement, à ma foi, est difficile. Non, vraiment, tu sais, on parlait d'un gars avec caractère, là, un gars qui voulait gagner, là, puis ça paraissait là, qu'il voulait gagner, il faisait tout pour. Là. Ce sont vraiment mes souvenirs de Carlton Fisk là, à ce niveau-là, mais vraiment associé là, à un gars avec du caractère, mais surtout un gars qui voulait. Alain, tu sais comment j'apprécie un joueur qui le fait sur le long terme. Là. Je veux dire, une constance à long terme. Moi, c'est un des critères très, très importants là, quand c'est le temps d'évaluer une carrière. Puis, je trouve que Carlton Fisk, ça a été assez solide, merci.
Et c'est pour les gens qui aimeraient amorcer leur collection de cartes de Carlton Fisk. Il y en a plus de 9000 en circulation actuellement. Donc, prenez-vous de bonheur. Et je tiens à préciser pour les gens qui écoutent, la version audio, la carte va apparaître sur notre page Facebook dès mardi à compter de midi. C'est temps de vous encourager à la lecture, particulièrement pour les jeunes, avec les livres de notre ami Bob McDuff, Baseball Bob et la série. Il y en a 4 qui ont été publiés jusqu'ici. Vous pouvez aller voir sur le site internet www.baseballbob.ca. Plus tôt cette année, le 4e livre de cette série est sorti, Baseball Bob et le chant des tournesols. Bonne occasion de s'initier à la lecture, à votre imagination aussi, avec comme thème principal, évidemment, le baseball. Marc, je parlais de receveur tantôt. Salvador Perez, pourquoi lui? Au cours de la dernière semaine, il a atteint 2 étapes importantes du même coup, en fait. En frappant son 300e circuit, il a atteint les 1000 points produits au cours de sa carrière. C'est un joueur, Marc, qui a été très souvent au match des étoiles du baseball majeur, représentant les Royals de Kansas City. Il a remporté le titre de frappeur par excellence de circuit au cours d'une saison avec les Royals. Plusieurs fois au match des étoiles, des gants d'or, des bâtons d'argent également. Marc, 300 circuits, 1000 points produits pour un receveur. Est-ce que ça le mène à Cooperstown? Tu me saurais le dire, Alain. Je veux dire, moi, je suis un gars qui a eu un impact, selon moi, là, dans le baseball, dans le marché de Kansas City. Tu sais, les 2 conquêtes de Série mondiale, pas les 2 conquêtes, les 2 fois en Série mondiale, et ils ont gagné une de ces fois. Écoute, il a été un peu le visage de la franchise des Royals pendant quand même plusieurs années. On va se le dire, il était le joueur clé. Là. Il y a eu de très, très bons, là, mais moi, je pense qu'Alain, c'est un gars qui va être sérieusement considéré. C'est quand même 2 accomplissements. Puis, vous savez, être receveur, là, on se répète un peu, mais physiquement, là, d'être un bon frappeur. Ce que Cal Raleigh fait, par exemple, actuellement, là, ce que Salvador a fait depuis les quelques dernières années, là, c'est des gars... Je veux dire, il en a frappé des coups de circuit dans les dernières années, là, Salvador Perez. Je veux dire, physiquement, ce sont des machines, là, d'être capable de produire à l'attaque puis de s'agenouiller derrière le marbre pendant 3 heures de temps à tous les soirs ou presque. Moi, j'admire les joueurs de cette position-là. Puis, c'est pas pour rien qu'il y en a plusieurs deviennent des gérants par la suite parce que les gars, ils comprennent la game de là. C'est le seul joueur là, qui est à l'envers des autres, là, qui regarde le jeu différemment, si vous voulez. Là. Mais physiquement, c'est difficile. Alors, de maintenir le rythme en attaque, moi, je trouve ça extraordinaire. Là, c'est sans compter son jeu défensif, là, ce que tu m'as demandé. Là. Fait que, tu regardes le critère pour entrer au temple, là, il répond pas mal à bien des critères. Tu sais, Marc, c'est encore le meneur cette année dans la Ligue américaine pour le pourcentage de réussite contre les voleurs de but. Encore cette année. C'est pas le meilleur pour cadrer des tirs, mais à cet égard-là, dans les 15 dernières années, ça a été un des meilleurs. 3 fois, il a dominé la Ligue. Et on parle de pourcentage au-delà de 40 % alors que la moyenne du baseball majeur est en bas de 30. Et imagine-toi, Alain, si t'étais lanceur, là. Imagine-toi la cible qu'il te donne, là. Cette espèce de monstre derrière le marbre, là, avec sa cible. T'as l'impression là, que tu peux lancer n'importe quoi, puis la balle va rester près. Là. Physiquement, là, c'est imposant aussi, là, Salvador Perez. Alors, écoute, moi, j'ai un gars que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé sa contribution. On parlait de longévité tantôt de Carlton Fisk. Il continue de produire malgré qu'il avance en âge. Il est à 35 ans, là, si je ne m'abuse. Oui, exact. Fait que, regarde, c'est un des... Tu sais, je veux dire, pas de controverse, un gars d'équipe reconnu pour son leadership. Tu sais, quand je parle de critères, là, c'est un gars qui a vraiment fait les choses de la bonne manière. Toujours le sourire aux lèvres, Marc. Par contre, ça cache une intensité hors pair. Là. Moi, je peux te dire, j'ai déjà vu dans des matchs, il y en a un en particulier qui me vient en tête. Là, on venait de lui accorder un but sur balle intentionnel. Et là, avant d'aller au premier but, a fait un détour envers le frappeur suivant et lui a dit de façon non équivoque, là, manque pas ton coup. Et il n'y avait pas de sourire quand il s'est adressé à son coéquipier. Tu comprends? Donc, lui, ça ne le dérangeait pas d'avoir le but sur balle intentionnel. Passe le bâton. Regarde, assume tes responsabilités, c'est à ton tour. Ben, rappelle-toi les gars des Royals, là, justement, là, lorsqu'ils ont eu leurs 2 années de succès, entre autres. Là, ça prenait un gars de même, des fois, là, pour réveiller les troupes. Puis,
Ouais. Les Royals avaient le bon gars au bâton lorsque Bumgarner a finalement décidé là, que ça en était assez. Là. Mais Ouais. c'est Il s'est ça. repris l'année d'après, solidement. Là. Puis Marc, il manquait pas de joueurs de caractère. Hein. Eric Hosmer aussi, plusieurs disaient que c'était le leader de cette équipe-là. Le Perez aussi donnait pas sa place, même s'il y avait, bon, disons-le, il y avait seulement la mi-vingtaine, Perez, à ce moment-là. Et, en tout cas, écoute, il a signé son contrat avec les Royals sa première année. C'est en 2007, sa première année chez les professionnels. Et déjà à 22 ans, il était régulier derrière le marbre avec une équipe. Et il a grandi avec tout ce groupe-là, hein, les Moustakas, Hosmer, Lorenzo Cain, Alex Gordon. Billy Butler faisait partie du groupe. Malheureusement pour lui, Butler n'était plus avec l'équipe en 2015. Mais c'est tout ce groupe-là qui a grandi ensemble pour finalement remporter la Série mondiale. Marc, on va parler de la Ligue nationale puis des équipes qui sont encore en course pour faire les séries. Les Mets, actuellement, sont bien placés pour faire les séries. Nonobstant la série de défaites là, à laquelle on vient d'assister. Les Mets ont 1 match et demi d'avance sur les Giants, 2 sur Arizona, 2,5 sur les Reds de Cincinnati. Et tu voulais t'attarder là-dessus en te disant, tu regardes là, froidement les forces en présence, puis toi, tu te posais la question, tu regardes ces équipes-là, on joue à peine pour 500. Est-ce qu'on est équipé pour jouer au mois d'octobre? Écoute, la question, elle est bonne parce que est-ce qu'on, dans le fond, on essaie de rentrer par la porte d'en arrière, là, si vous voulez, en série, parce que on veut faire les séries, puis une fois que tu es rentré en série, Alain, tout peut arriver. Mais souvent, c'est cruel parce que dans le fond, tu fais juste jouer 2 matchs de plus, puis tu perds ces 2-là, puis c'est déjà terminé. Alors, mais Alain, prenons par exemple les Giants. Les Giants réussissent à se faufiler. Et tu regardes, mettons, regardons les 3 partants parce que tu as un 2-2-3. Là. De toute évidence, si tu fais les séries, il va falloir que tu joues le 2-2-3. Est-ce qu'on est équipé pour veiller tard chez les Giants au niveau des partants? Ben, on peut surprendre certainement. Je veux dire, puis je pourrais dire la même chose des Reds, Alain. Tu sais, les Reds, là, c'est déjà, c'est quoi? C'est 3 défaites de suite. On joue à 2 matchs et demi. Et t'arrives, t'affrontes Hunter Green dans le premier match, puis s'il y en a un qui peut dominer un match, c'est bien lui. Donc, tu sais, on a quand même des... Tu sais, les Diamondbacks, selon moi, sont un petit peu plus fragiles à ce niveau-là. Parce qu'un 2-3, Alain, ça peut jouer facilement au monticule. Tu as beau mettre la meilleure équipe en attaque, si un gars décide qu'il domine cette journée-là, il n'y a rien à faire. Fait que... Non, si tu regardes froidement, lorsqu'on fait les analyses d'équipe en début de saison, puis telle équipe va aller mieux, puis moins, ça va être difficile, c'est sûr qu'il en manque. Mais moi, les Giants, tu sais, si Adamez se met à jouer à balle comme il est capable, tu as Matt Chapman qui est capable de jouer à balle. On a vu là, des remontées spectaculaires, d'ailleurs, des Giants au cours de la dernière semaine. C'est une équipe qui pourrait déranger, ça. C'est une équipe qui pourrait déranger. Je ne vous dis pas que ça va, ça va aller loin, mais ça reste que au baseball, il y a cette possibilité-là. Là, après ça, si tu gagnes ta première série, là, tu s'en vas dans un 3-5. Là, tu vas être exposé si jamais tu n'as pas le personnel de lanceur nécessaire pour passer au travers. Et la première ronde, elle peut occasionner des surprises, ça c'est clair. Oui, Marc, tu as parlé des Giants, tu n'as pas parlé de Devers. Est-ce que, pourtant, faut qu'il produise lui aussi. Tu parlais d'Adamez, mais est-ce que Devers fait partie de... Ben absolument. Tu sais, je veux dire, absolument. Devers qui a vécu des séries, qui a été sur la grande scène du baseball, alors absolument que Devers. Tu sais, fait, tu comprends, ça peut faire peur, entre guillemets, le peur, là, on s'entend, là, mais c'est une équipe qui, ça pourrait, donc, pas débloquer, là, mais on pourrait jouer notre meilleur baseball à ce stade-ci de la saison, ce qui pourrait déranger bien des équipes. Même si les Mets faisaient les séries demain, en gagnant, en jouant 500 là, à la toute fin, puis en gagnant le poste de troisième équipe repêchée là, un match, est-ce qu'on va être équipé comme partant chez les Mets pour affronter ces équipes-là? Oui. C'est pas sûr, là. Mais Nolan McLean pourrait être ton premier partant chez les Mets au moment où on se parle. Là. Imagine. Puis McLean est très, très bon, là, mais ça reste qu'il a très peu d'expérience. Donc,
C'est à ce niveau-là, moi, que je me dis, bon, parce que Alain, tu le sais, là, un Tarek Skubal, là, il a beau affronter les Yankees, il pourrait les maîtriser, là. Il peut le faire. Ça se peut Ouais. que les Yankees, par exemple, le défoncent avec 5 points en première manche. C'est ça la beauté du baseball. On ne sait jamais. Mais si on regarde sur papier, il y a des choses quand même intéressantes pour ces équipes-là qui pourraient se faufiler en série, certainement pour la première ronde. Il y a une équipe qui va se démarquer, Marc. Il y en a 4, là. J'ai inclus les Mets. Bon, Mets, Giants, Diamondbacks, Reds. Il y en a une. Les 4 ne joueront pas pour 500 et moins d'ici la fin de la saison. Là. Surtout, en plus, en début de semaine, les Diamondbacks contre les Giants. Donc, tu sais, on joue un contre l'autre. J'imagine, il y en a une des 4 qui va se démarquer. Laquelle? Regarde, on verra. Moi, je pense que les Mets à l'attaque ont peut-être une coche au-dessus des autres équipes. Les Reds ont de bons partants. Ils n'ont pas démontré. Green, Lodolo, Abbott, Marc, c'est quand même pas mauvais là, comme 3 premiers partants. Puis je veux juste rappeler qu'il y a 2 ans, les Marlins s'étaient qualifiés pour les séries avec seulement 84 victoires. Un différentiel pas très élevé, en fait négatif. Donc, c'est pas une anomalie tant que ça dans la mesure où si tu augmentes le nombre d'équipes, ça se peut que ce genre de situation arrive. Oui, exact. Probablement qu'on va avoir un différentiel positif, par contre, cette année, mais qui ne sera pas énorme. Mais Oui. c'est ça, effectivement. C'est ça qui est le fun. Honnêtement, là, on l'a dit un petit peu tantôt, mais cette débandade des Mets fait en sorte qu'on a vraiment une belle lutte. Puis ça donne des matchs excitants en fin de saison là, entre toutes ces équipes-là. Là. Oui, 2 semaines à venir, encore une douzaine de matchs pour toutes les équipes. Est-ce que les choses vont se stabiliser d'ici, vont se préciser d'ici une semaine? Je suis pas sûr. Mais regarde, les Mets en ont perdu 8 de suite. Si tout s'égalise, Marc, à un moment donné, ils vont peut-être passer une bonne semaine. Mais il va falloir que les partants en donnent un peu plus. Tu sais, le jeune Tong, ça a été difficile son dernier départ. Mais les 2 meilleurs partants sont Sprout présentement et McLean chez les Mets. Ça, c'est pas normal. C'est ça qui est peut-être un petit peu inquiétant avec une relève à qui on en a demandé beaucoup. Je pense qu'elle commence à s'essouffler, la relève des Mets. Moi, je trouve que c'est ça qui est inquiétant, alors que ça devait être une force. Ah, écoute, c'est pour ça que les saisons, Alain, c'est 162 matchs. Exact. Il faut les jouer au complet pour savoir on se situe où dans tout ça. Ouais. Comme ce qui se passe aussi dans la Ligue américaine, avec là, les Rangers qui s'approchent dangereusement aussi des Astros. On a parlé des Astros tantôt, de la perte de Garcia et d'Altuve. Mais Alain, il faut s'assurer une place en série là, avant de penser à aller un peu plus loin. Donc, je vais te dire une chose, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Les Mets commencent la série contre les Padres de San Diego qui, eux, aimeraient bien rejoindre les Dodgers de Los Angeles. C'est Cincinnati qui a le début de semaine le plus facile, entre guillemets, contre les Cards à Saint-Louis. Donc, écoute, si les Reds perdent cette série-là, Marc, je pense qu'on va fermer des livres dans leur cas. Ça va prendre plus de constance de ce côté-là, inévitablement. Maintenant, l'horaire de la semaine, présentation de Lester's, qui est le maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931. Un match, un événement sportif, un barbecue. Lester's est avec vous, disponible chez votre épicier préféré. Il reste 2 semaines avant la fin de la saison régulière. Lundi, mercredi, dimanche, comme à l'habitude. Lundi, c'est à 20h. Donc, gros duel entre les 2 équipes du Texas. Les Astros qui vont accueillir les Rangers à RDS2. Notez bien là, 20h. Les 2 équipes qui, maintenant, tentent de rejoindre les Mariners de Seattle. Marc, c'est arrivé plus tard qu'on le pensait. Les Mariners en première place. On pensait bien que c'était pour arriver. Ça a pris du temps avant que le gâteau monte. Puis finalement, regarde, il restait juste à mettre le glaçage dessus. Mercredi, on vous a parlé des Mets de New York contre les Padres. C'est le duel qu'on vous présente mercredi, 19h à RDS. Et dimanche, encore un duel de la section ouest de la Ligue américaine. C'est peut-être là que la plus belle lutte. Donc, c'est une grosse semaine pour Houston. Houston contre les Mariners de Seattle. 19h, ce sera le dernier dimanche de la saison régulière à RDS 2. Houston, donc, contre Texas et les Mariners de Seattle. Marc, du côté de Houston, on a notre test entre les mains là, au cours de la prochaine semaine. C'est pas bien compliqué, là. Non, exact. Dans la position que tu es en ce moment, si tu es en série, tu as évidemment. C'est toi qui vas décider. Exactement. Donc, une grosse semaine de baseball sur nos ondes. Voilà ce qui complète ce balado. 2 semaines avant la fin de la saison régulière. Ça va être excitant d'ici là. Merci à Martin Villeneuve pour son travail à la technique qui nous permet d'enrober notre balado de façon à ce que ce soit très présentable. Alain Usereau, Mark Griffin, on vous souhaite du bon baseball au cours de la prochaine semaine. À lundi prochain.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.